Je vous laisse l'ouverture, docteur Benskria. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On reprend nos conférences. Alors, aujourd'hui, ça sera le thème de diurétique et état œdémateux avec Dr Bouhentala. C'est un thème très intéressant et beaucoup plus pratique. On le voit tous les jours, surtout la manipulation des diurétiques chez nos malades. Donc, il va nous les éclaircir beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, je vous donne la parole, Dr Bouhentala. Merci pour cette introduction. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les chers auditeurs. Bonsoir Dr. Benskria et Dr. Mbouza. Comme notre collègue vient de dire, on va aborder un sujet qui est beaucoup plus pratique. On va parler des diurétiques et des états œdémateux, comment utiliser les diurétiques et comment on arrive à vider un patient atteint d'œdème, comment on va le sécher. Donc, sans tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Avant tout, il faut savoir que le terme natriurétique est réservé pour toute substance qui va entraîner une natriurése obligatoire, c'est-à-dire elle va entraîner des pertes de sel au niveau rénal. Cette natriurése va entraîner une perte hydrosodée isoosmotique. Cette perte hydrosodée isoosmotique est dérivée directement du volume extracellulaire. Donc, d'où on va utiliser cette propriété pour traiter les maladies œdémateuses et l'hypertension artérielle. Et on va détailler par la suite. Avant d'arriver à la classification, vous connaissez tous les diurétiques de Lens ou les diurétiques thiazidiques, il y a une classification juste précédente à cela, qui parle des diurétiques que vous connaissez sous le nom des diurétiques qui inhibent la réabsorption tubulaire du sodium. D'accord. Et ces diurétiques vont se diviser selon leur site d'action. Il y a d'autres diurétiques qu'on appelle les diurétiques osmotiques. Ces diurétiques osmotiques, comme le mannitol que vous connaissez tous. Pourquoi les diurétiques osmotiques sont une entité à part? Les diurétiques osmotiques, c'est une substance. Qu'est-ce que ça veut dire une substance osmotique? C'est une substance qui est inerte sur le plan physiologique. C'est-à-dire elle ne va rien causer, ni métaboliser, ni du tout. Mais au cours de son passage, elle va être librement filtrée par le glomérule. Donc, elle va augmenter la filtration glomérulaire par la suite. Et dans son passage, elle va inhiber la réabsorption d'eau et d'électrolytes. Et par conséquent, elle va entraîner une diurèse forcée. Ça, c'est le terme diurétique osmotique. Le diurétique osmotique que vous connaissez tous, c'est le mannitol, qui est utilisé, c'est le diurétique le plus utilisé parmi les diurétiques osmotiques. Il n'est pas réabsorbé par le type digestif, c'est pour cela on le fait par des injections intraveineuses. Mais on peut, dans certains cas, l'utiliser pour le type digestif comme un laxatif. Les indications que vous connaissez, c'est la pression intracrânienne et l'HIC, ou l'HIC, et la pression intraoculaire ou le glaucome. Mais on peut l'utiliser aussi pour forcer la diurèse et stimuler l'excrétion des produits toxiques. Mais vous, les réanimateurs, vous êtes mieux placés que moi pour parler du mannitol. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Et par conséquent, Oui, bonsoir, M. Gomboza. on, on va essayer de parler, ouvrir une parenthèse du moniteur à la fin de la présentation, j'espère, Très bien. Ça, pour ne pas sortir du thème. exactement. Donc, on va laisser ouvrir la parenthèse par la suite. Entrons dans le vif du sujet qui nous intéresse beaucoup plus. Donc, on a dit que les diurétiques, on regroupe les diurétiques de l'antiazétique ou les épargneurs de potassium, c'est le diurétique inhibant la réabsorption du sodium. Et par la suite, ils sont divisés selon leur site d'action. Les diurétiques de Lens. Dans le monde entier, il existe 3 diurétiques de Lens. Le furosémide, commercialisé sous le nom de Lasix, le bumetamide, commercialisé sous le nom de Burinex, le biritamide, sous le nom d'Urilix. Le plus puissant des diurétiques est le Burinex ou le bumetamide. Mais chez nous, en Algérie, on n'a que le furosémide. Mais ailleurs, juste nos voisins des Tunisiens ont les 3 diurétiques. D'accord. Un petit rappel physiologique. On va essayer d'analyser des phrases physiologiques pour en tirer des conclusions pratiques et cliniques. Le diurétique de Lens agit au niveau de la cellule de la branche ascendante de Lens de Henle, au niveau de la pompe sodium-potassium de chlore. Ça, vous connaissez tous.
Le rappel physiologique dit environ 20 à 25% du sodium filtré y est réabsorbé à ce niveau, contre seulement 7 à 9 dans les segments distaux. Pourquoi c'est important de rappeler cette phrase? Donc, de cette phrase, on conclut que les diurétiques de l'once sont les plus puissants des diurétiques, à une dose maximum, bien sûr. Donc, physiologiquement, on vient de prouver que les diurétiques de l'once sont les plus efficaces, car ils agissent là où le sodium est réabsorbé le plus par rapport aux autres diurétiques. Est-ce que, est-ce que vous avez compris cette partie? C'est clair. Donc, il agit sur la partie plus importante où le sodium est réabsorbé. Voilà. Exactement. Deuxième phrase à analyser. Ils parviennent à leur site d'action après sécrétion par le tubule proximal, car ils ne sont guère filtrés en raison de leur forte fixation à l'albumine. Donc, est-ce que vous voyez le curseur? Docteur Benskhariya. Oui. Donc, pour un diurétique, un diurétique de l'once, pour qu'il soit efficace, il doit être sécrété. Il n'est pas filtré. Donc, il est sécrété par des cellules tubulaires. D'accord? Donc, en cas d'insuffisance rénale, on n'aura pas une sécrétion importante de ce produit. Si par conséquent, qu'on doit augmenter les doses, si le seul médicament qu'on doit augmenter les doses pendant l'insuffisance rénale pour qu'il soit efficace, pour qu'il y ait une sécrétion tubulaire importante pour arriver à le site d'action pour être efficace. Est-ce que c'est clair? Je préfère de répéter puisque... Répéter, expliquer la différence entre ce qui est de la filtration et de la sécrétion. Voilà. Donc, le produit, les diurétiques de l'once, ne sont pas filtrés par le glomérule. D'accord? Ils sont sécrétés par les cellules tubulaires. Donc, quand le sang arrive au niveau glomérulaire, le furosémide est lié à une forte liaison à l'albumine, donc il ne sera pas filtré. Il ne va pas arriver au site d'action. D'accord? Donc, il sera sécrété par les cellules tubulaires qui vont le dériver des vaisseaux. D'accord? Et pour ça, en cas d'insuffisance rénale, il n'y aura pas de sécrétion importante. Donc, je dois augmenter les doses pour que j'aurai une bonne diffusion cellulaire et une bonne sécrétion tubulaire de ce produit vers les tubules où il va agir. Est-ce que c'est compris? C'est bien clair. D'accord. Troisième phrase, leur durée d'action est brève, de 4 heures par once et 3 heures par voie intraveineuse. Cette phrase, c'est pour savoir la durée d'action. Et je vais détailler ça pour la durée d'action par la suite. Donc, pour récapituler, diurétique de l'once sans insuffisance rénale. La dose maximale pour donner une réponse au plateau est 80 mg per os et 40 mg IV. D'accord. Donc, si je commence à utiliser mon produit à 20 ou 40 mg, je double les doses jusqu'au stade où j'aurai un effet plateau. C'est-à-dire, au-delà de cette dose, je n'aurai pas une efficacité supérieure. Donc, la dose maximale pour avoir une réponse maximale ou réponse au plateau, c'est 80 mg per os et 40 mg IV. Mais cette dose est unitaire. Qu'est-ce que je veux dire par unitaire? C'est-à-dire sur 4 heures. Pourquoi sur 4 heures? Je reviens à la phrase précédente qui est leur durée d'action. Oui. D'accord? Donc, la durée d'action où agit le diurétique thiazidique, c'est 4 heures par os ou 3 heures par voie intraveineuse, mais j'utilise les 4 heures pendant les deux, par os ou IV. Donc, je peux utiliser le médicament chaque 4 heures. Mais quelle est la dose maximale à utiliser pendant les 4 heures? C'est 80 mg per os et 40 mg IV, sans insuffisance rénale. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est clair. Par dose. C'est par dose.
On appelle ça dose unitaire, c'est-à-dire par les 4 heures. Par les 4 heures. Chaque 4 heures, 80 par os et 40 par IV. OK. Très bien. Mais en cas d'insuffisance rénale, j'ai dit que je dois augmenter les doses. Mais avant d'augmenter les doses, je dois augmenter la durée d'action parce que la durée d'action est allongée. La durée, en cas d'insuffisance rénale, la demi-vie est doublée. C'est-à-dire, au lieu d'agir sur les 4 heures, ça va agir sur les 8 heures. D'accord? Donc, en cas d'insuffisance rénale sévère à modérée, répétez ces doses 3 fois par 24 heures si nécessaire. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser chaque 4 heures, j'utilise chaque 8 heures. Ça revient à 3 fois par 24 heures. Ça, c'est la durée. Mais les doses aussi augmentent. Donc, on peut estimer, les études ont estimé que je peux utiliser une dose unitaire, c'est-à-dire une dose par les 4 heures de 200 mg en cas de clairance de créatinine inférieure à 15. Mais pour être sincère, donc la médecine n'est pas une science exacte, ça diffère, on peut aller de 125 jusqu'à 250. D'accord? Ça, c'est en cas d'insuffisance rénale. Mais je tiens en tête que je ne dois pas dépasser 1,5 g par jour parce qu'il y a un risque d'autotoxicité majeure. Est-ce que c'est clair? D'accord. D'accord. Donc, je vais récapituler ça dans un tableau. Essayez juste de suivre. Est-ce que c'est clair, docteur Bezkhria? Parce que... Oui, c'est clair, oui. Très bien. Comme effet secondaire, on ne va pas essayer de les retenir par cœur, mais on va essayer de les comprendre pour mieux les assimiler. D'accord? Donc, quand on dit que le diurétique de Lens va agir au niveau de la pompe sodium-potassium-chlore, par conséquent, si je bloque ce port, il n'y aurait pas de réabsorption de sodium. Par conséquent, j'aurai une hyponatrémie. D'accord? Si je bloque la réabsorption du potassium, j'aurai une hypocalémie. D'accord? Ça, c'est des effets secondaires qu'on connaît qui sont banaux. Mais je vais détailler encore plus. Un petit rappel physiologique. Au niveau de la cellule principale tubulaire, quand j'aurai une réabsorption sodium, potassium, de chlore au niveau cellulaire, là, c'est la lumière tubulaire, c'est-à-dire où se trouvent les urines. Là, c'est la cellule. Là, c'est l'interstitium où se trouve juste à côté le sang. Les vaisseaux, oui. Exactement. Donc, si je réabsorbe 6 ions au niveau de cette cellule, il y aurait un cotransport potassium-chlore au niveau paracellulaire dans l'interstitium. Par conséquent, la réabsorption du chlore va engendrer une charge négative. Cette charge négative, pour garder une électroneutralité, va permettre une réabsorption paracellulaire du calcium et du magnésium. Ça, c'est la physiologie. D'accord? Donc, si je bloque ce port, il n'y aurait pas de réabsorption de potassium et de chlore. Il n'y aurait pas une charge négative. Donc, il n'y aurait pas une réabsorption calcium-magnésium et par conséquent, j'aurai une hypocalcémie, une hypomagnésémie comme effet secondaire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je vais trop vite? C'est clair. Donc, comme effet secondaire, j'ai une hypocalémie, une hypomagnésémie, une hypocalcémie, une hypercalciurie. Cette hypercalciurie, c'est-à-dire flux du calcium dans les urines, si elle se prolonge dans le temps, elle va engendrer des lithiases et encore pire, une néphrocalcinose. Pourquoi c'est important de dire cela? Parce que la mutation de ce port existe chez l'être humain. Et on voit ça en pédiatrie et on appelle ça le syndrome de Bartter. D'accord? Le syndrome de Bartter, on dit que ça mime une intoxication diurétique de Lens. Oui. Donc, c'est un enfant qui... Il y a une participante, pardon, il y a une participante qui vous demande de répéter la partie, je pense que la partie où il y a l'hypomagnésémie, celle des charges négatives. Très bien, très bien. Alors, comme j'ai dit, on doit comprendre les effets secondaires et ne pas les retenir bêtement pour ne pas les oublier, pour plus les assimiler. Donc, au niveau de la cellule principale, là, on a la lumière tubulaire. Là, c'est le tubule, la cellule principale. Là, c'est l'interstitium, le vaisseau juste à côté pour la réabsorption. D'accord. Au niveau de la cellule principale, on réabsorbe au niveau du port sodium-potassium de chlore, 6 ions à la cellule principale.
Par conséquent, la teneur de ces ions va être augmentée dans la cellule et il y aurait une sécrétion paracellulaire du potassium et du chlore. Je ne voulais pas encombrer, mais il y aurait une réabsorption du potassium. Par conséquent, le chlore va rester seul au niveau paracellulaire. Donc, une charge négative serait seule dans l'interstitium. Cette charge négative va permettre la réabsorption paracellulaire du calcium et du magnésium pour garder une électroneutralité. D'accord? Donc, si je bloque ici, par conséquent, ça se bloque ici. Il n'y aurait pas de réabsorption du chlore. S'il n'y aurait pas de réabsorption du chlore, il n'y aurait pas de charge négative. Il n'y aurait pas de réabsorption du calcium-magnésium, c'est-à-dire fuite du magnésium et du calcium. Par conséquent, une hypocalémie, une hypomagnésémie. Est-ce que c'est clair? Il y a la fuite du calcium est appelée hypercalciurie. Et l'hypercalciurie, si elle dure dans le temps, ça va donner des lithiases. Encore pire, une néphrocalcinose. Est-ce que c'est clair? Docteur Bembouza, je crois que vous êtes perdu. Non, non, moi Moi, je maîtrise, comprends moi, je très suis bien. fort. Très bien. Non, non, je voulais dire que il y a des questions que c'est pour enrichir cette diapo. Ah oui, on va revenir, Donc, docteur vous Bembouza. avez dit, Juste, si on oui. laisse le débat à la fin, d'accord? D'accord, d'accord, On va d'accord. ouvrir beaucoup de parenthèses à la fin. C'est juste D'ailleurs, parce que ça reste, c'est pour rester sur de la physiologie, c'est tout, hein. bien Pour rester sûr. sur de la physiologie. Donc, je vous rappelle, si on quitte Zoom, si Zoom nous bascule Oui, vers l'extérieur, on recliquant sur le même lien. D'accord? Comme autre effet secondaire, on a une alcalose métabolique. Pourquoi on a une alcalose métabolique? Parce que l'hyponatrémie, quand l'hyponatrémie est majeure, le segment du type contourné proximal va essayer de réabsorber le maximum de sodium et par conséquent, il va réabsorber à côté de lui du bicarbonate. C'est pour cela qu'on aurait de l'alcalose métabolique. L'alcalose métabolique est négligée. Au niveau clinique, on ne devrait pas la négliger. Pourquoi? L'impact est important au niveau clinique. Parce que l'alcalose métabolique, par exemple, elle va augmenter l'affinité de l'hémoglobine, de l'oxygène à l'hémoglobine. Si j'augmente cette affinité, il n'y aurait pas une extraction de ce dernier au niveau cellulaire extérieur. C'est-à-dire, je pourrais déséquilibrer un syndrome coronarien ou carrément en engendrer un par augmentation de l'affinité oxygène-hémoglobine. D'accord? Ça, c'est une petite parenthèse qu'on va fermer pour ne pas se perdre. Et comme tous les diurétiques, on aura une augmentation de l'hyperuricémie, c'est-à-dire augmentation de l'acide urique. Ça, c'est les effets secondaires. Ici, on essaye de résumer les diurétiques de l'once parce que ce sont les diurétiques les plus efficaces, parce qu'ils agissent là où il existe la plus grande réabsorption du sodium. À des doses max, ce sont les plus efficaces, comme je viens de le dire. On peut diviser la partie sans insuffisance rénale ou avec insuffisance rénale. Sans insuffisance rénale, on parle de 12 doses unitaires, c'est-à-dire sur les 4 heures. C'est-à-dire, je peux renouveler l'utilisation du diurétique chaque 4 heures tant que j'ai besoin cliniquement de ce dernier en cas d'OAP, en cas d'état œdémateux important. La dose unitaire pour les 4 heures est 80 mg par voie orale et 40 mg par voie IV, mais attention aux effets secondaires. En cas d'insuffisance rénale, pour que j'aurai une sécrétion tubulaire importante, je dois élever les doses et on parle de la dose unitaire de 125 à 250, mais là, la durée d'action, elle est à 8 heures. Mais pas à 4 heures, c'est-à-dire je peux utiliser 3 fois par jour, mais je ne dois pas dépasser les 1,5 g parce qu'il existe un haut risque d'autotoxicité et aussi attention aux effets secondaires, surtout l'hypocalémie et les autres comme je viens de les décrire. D'accord, ça c'était un récapitulatif. Donc, juste une petite parenthèse pour dire qu'il y a absence d'indication pour traiter l'HTA par les diurétiques de l'once. Le traitement de l'HTA ne se fait pas avec les diurétiques de l'once, sauf en cas d'HTA volodépendante ou en cas d'insuffisance rénale sévère.
En cas de fonction rénale correcte, le traitement de l'HTA se fait par les thiazidiques ou autres diurétiques comme les épargneurs de sodium, mais pas pour le furosémide. Il n'y a aucune indication. D'ailleurs, dans les autres recommandations, on a enlevé l'indication des diurétiques. D'accord. Donc, on va passer au diurétique thiazidique. Le diurétique thiazidique, il existe beaucoup de diurétiques thiazidiques. En Algérie, on a l'hydrochlorothiazide commercialisé sous le nom d'Hydrex en étranger, mais chez nous en Algérie, on a le Hydrex, H-Y-Drex, mais il existe souvent en association comme le Coaprovel, l'Itacon, le Cotareg, le Micardis Oui. Plus, où il existe cette association. Et on a le deuxième diurétique, c'est le Fludex, l'indapamide commercialisé sous le nom de Fludex. C'est les deux diurétiques thiazidiques qu'on a en Algérie. Les diurétiques thiazidiques agissent au niveau du type contourné distal où il y a réabsorption sodium-chlore. D'accord. Donc, ils agissent en bloquant la réabsorption sodium-chlore au niveau du type contourné distal. Seulement 4% du sodium filtré à ce niveau. C'est-à-dire, là, il existe seulement 4% de sodium filtré et réabsorbé à ce niveau. C'est-à-dire, quand on va bloquer, on va libérer seulement 4% de sodium filtré. Donc, ce n'est pas aussi efficace que le diurétique de Lens pour les états d'inflation. Et je dis en tête que c'est inefficace pour l'éclairance inférieure à 30, c'est-à-dire on n'utilise pas les diurétiques thiazidiques en cas d'insuffisance rénale. On dit que c'est contre-indiqué, mais ce n'est pas contre-indiqué par rapport à un effet secondaire, mais juste par rapport à leur efficacité. D'accord? Oui. Pardon. La durée d'action du diurétique thiazidique est de 12 à 24 heures, c'est-à-dire une seule prise est efficace. L'indication majeure, c'est le traitement de l'HTA, mais on peut renforcer l'effet du diurétique de Lens en cas d'état d'inflation. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Si, par exemple, j'ai un état d'inflation important, j'ai des œdèmes importants, et ces œdèmes ne répondent pas au diurétique de Lens. Pourquoi ces œdèmes ne répondent pas au diurétique de Lens? Si j'ai une réabsorption au niveau de l'anse de Henle et je vais bloquer cette réabsorption, donc il y aurait fluide de sodium et de l'eau vers les autres segments, il y aurait un rétrocontrôle positif, donc une réabsorption de tout ce qui était inhibé celui. C'est pas tout, mais à moitié. Donc, je n'aurai pas une réponse satisfaisante. D'accord? Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle un double blocage. Je vais bloquer au niveau de l'anse de Henle et je vais bloquer au niveau du type contourné distal. D'accord? Et mieux, et plus loin je bloque, mieux ce serait. Parce que si je bloque au niveau du canal collecteur, c'est mieux que le diurétique thiazidique. Mais ça, on va voir ça par la suite dans l'état d'inflation. Parce qu'il y a des objectifs à atteindre pour les œdèmes. Comment je vais dépléter et quels sont les paramètres à suivre, quand est-ce que je suis, quand est-ce que je déplète vraiment et quand est-ce que je suis inefficace. Et je laisse ça dans la conduite à tenir devant un état d'inflation. Est-ce que c'est clair? Les effets secondaires, alcalose, hyperuricémie, hypomagnésémie, comme le diurétique de Lens, mais là, au contraire, le diurétique de Lens, je n'ai pas une hypocalcémie, mais j'ai au contraire une hypercalcémie. Donc, les diurétiques de Lens donnent comme effet secondaire une hypercalcémie. Si j'ouvre une autre parenthèse pour parler du traitement de l'hypercalcémie, parce que les diurétiques de Lens, on utilise seulement les diurétiques pendant l'hypercalcémie, j'utilise seulement les diurétiques de Lens. Parce que les diurétiques thiazidiques vont causer une hypercalcémie. Ils ne vont pas traiter l'hypercalcémie. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que je continue? Ils peuvent donner aussi une hypocalémie, normalement. Bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas cité l'hypocalémie parce qu'elle est connue. Des hypocalémies. J'ai juste tiré la parenthèse sur la calcémie. Parce que la seule différence entre les diurétiques de Lens et les diurétiques thiazidiques, c'est la calcémie, comme effet secondaire. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, concernant les autres diurétiques, je ne vais pas m'étaler pour ne pas encombrer la présentation. On a les antagonistes de l'aldostérone et les diurétiques épargneurs du potassium non
antagonisent l'aldostérone. Si des diurétiques, c'est des classes de diurétiques antagonisent l'aldostérone, mais de mécanismes différents. C'est-à-dire, l'un qui est directement, qui va antagoniser directement l'aldostérone et l'autre ne va pas l'antagoniser directement. Pour comprendre le mécanisme, il faudra faire aussi un petit rappel physiologique. Au niveau de la cellule principale du canal collecteur, on a une réabsorption du sodium et excrétion du potassium. Mais pour que cela se déroule, l'aldostérone se doit fixer à son propre récepteur basocellulaire. Quand l'aldostérone se fixe à son récepteur, il va activer la pompe sodium-potassium. Il va réabsorber le sodium de la cellule vers l'interstitium et par conséquent les vaisseaux. Et il va réabsorber le potassium vers la cellule. La chute, la concentration du sodium va activer le port du sodium du côté où se trouvent les urines, c'est-à-dire le côté luminal, et par conséquent, ce dernier va être réabsorbé, et la sécrétion du potassium ou la réabsorption du potassium de la cellule va le sécréter vers l'espace où se trouvent les urines. Ça, c'est le rappel physiologique. Est-ce que c'est clair? Le spironolactone ou l'aldactone va bloquer au niveau de son récepteur principal. Si je bloque le récepteur, il n'y aurait pas l'activation de la TPase, il n'y aurait pas, par conséquent, la cascade qui va s'en suivre. Mais les autres classes qui les diurétiques et par meilleur des potassium non antagonistes, c'est l'amyloride. Et c'est pour ça, cet amyloride va directement bloquer le récepteur du sodium. Et c'est pour ça on appelle ce récepteur amyloride sensible. Donc, le spironolactone ou l'amyloride, c'est la même classe de récepteurs, mais elles se différencient par leur mécanisme d'action. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, là, c'est un petit résumé des diurétiques pour tirer une bonne conduite à tenir selon la prise en charge d'un syndrome œdémateux. Il reste 5 minutes. Je ne préfère pas entamer la prise en charge d'un syndrome œdémateux, mais laisser place à une discussion par rapport aux diurétiques. Mais si Zoom nous bascule vers l'extérieur, on revient en recliquant sur le même lien et on va entamer la deuxième conduite. Ça Donc, marche. est-ce qu'il y a des questions concernant les diurétiques? C'est juste en même temps pour fixer les idées. Donc, j'ai marqué 3 points à discuter. Donc, c'est l'utilisation de la pousse seringue électrique pour les diurétiques de Lens. J'allais dire C'est ça. très Voilà, j'allais important. dire ça. C'est très important et merci pour cette question. L'utilisation de seringues électriques, on a l'habitude d'utiliser pendant des états où on ne peut pas tolérer des doses flash. C'est-à-dire, on va essayer d'utiliser ce médicament doucement à un rythme continu. C'est-à-dire, il va agir. Surtout pour éviter les instabilités hémodynamiques. Exactement, exactement. Et surtout les instabilités hémodynamiques, le choc cardiogénique, et ça donne de très bons résultats. En cas de fonction rénale correcte, parce que j'ai utilisé pendant l'insuffisance rénale, ça ne donne aucun effet. Parce que pendant l'insuffisance rénale, je dois avoir des fortes doses. Mais vous êtes les mieux placés pour parler de la seringue électrique. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses? Moi, je n'y crois pas, tout simplement. Pour l'instabilité hémodynamique, ça donne très bien. Surtout en cas d'OAP Lorsqu'on a cardiogénique. déjà une Même instabilité hémodynamique, déjà on a à long terme. une insuffisance. C'est juste qu'on a une insuffisance Insuffisance rénale. rénale et ça Voilà. Oui, arrive pas mal au ça diurétique ne marche même. pas. En cas Je d'insuffisance rénale, ça pense. ne marche pas. Mais en cas de fonction rénale correcte, ça donne de très bons résultats. Mais L'OAP, sinon l'OAP de surcharge. On les utilise l'Azilix à la ça. l'OAP de surcharge, pas de l'OAP Même, de surcharge, vous voulez dire, l'OAP Par de défaut, par défaut, insuffisance cardiaque. Oui. Par insuffisance ventriculaire gauche, ça c'est la pousse seringue. Mais l'OAP de surcharge, c'est les flashs. C'est l'urgence moi, thérapeutique. je donne des flashs, hein. C'est des flashs. Mais en cas de choc cardiogénique, on a une tension vraiment basse, on utilise le Dobitrex, on donne plutôt des flashs au Les flashs. début, mais par la suite, on passe au pouce seringue, hein. Moi, j'ai des cas où j'ai passé en pouce seringue, ça répond très bien, mais à long terme, c'est que oui. Alors, docteur Boubouza, quand est-ce que vous utilisez l'Azilix à la ça? On les a utilisés pour les insuffisances rénales
en cas d'état de choc cardiogénique, mais le problème, c'est que les résultats, je Ça parle date, hein. d'ordre pratique, hein. Pardon. Parce que J'ai si Oui, vous oui, jamais je été. vous entends. Oui, qu'est-ce que. Est-ce qu'il a donné des résultats? Non, non, malheureusement, non. Toujours même pour ma négatif, part, toujours il n'y a non. pas de d'IRS, toujours Parce que c'est quelques pourquoi? gouttes. Les quelques gouttes, si Ouais. normalement, on compare les deux techniques, Flash versus SAP, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a un résultat positif? Non, non. Ça sera un sujet de, oui, on peut la réaliser. Moi, Non, personnellement, non, non, on peut je ne pas. crois pas. Éthiquement, on peut pas. Éthiquement, on peut On pas peut mettre pas. une population à risque Oui. contre une autre population, mais c'est physiologiquement expliqué, hein, parce que j'aurais pas une bonne réponse en cas d'insuffisance rénale, j'aurais pas une bonne sécrétion tubulaire. Si je donne 1 milligramme chaque combien, je vais pas atteindre ma cible. Donc, il n'y aurait pas de réponse. D'ailleurs, j'ai au service un syndrome cardio-rénal avec un état d'inflation important, oligurie, instabilité hémodynamique, seringue à la SAP depuis 48 heures, rien. RAS. D'accord. Donc, c'est déjà expliqué par la physiologie, donc il n'y a pas de Oui. filtration de l'eau et des électrolytes Il n'y a pas de sécrétion Donc, plutôt. pour qu'il voilà, y aura une action, voilà. pour que D'accord. les diurétiques agissent en sécrétant la Alors, sécrétion. Voilà. pardon, j'ai deux points à discuter. Alors, Moins pour d'une minute. l'alcalose, vous avez... Oui, oui, certainement. Alors, pour l'alcalose, vous avez dit que c'est dû à la fixation des bicards. Alors, je vous rappelle qu'on a parlé Réabsorption. la dernière... Réabsorption, oui. Ça n'est pas lié juste au bicard, mais selon le dernier concept qu'on a déjà abordé, c'est lié à l'hyponatrémie et l'hypochlorémie aussi. C'est une alcalose Exactement. chlorosensible. Et vous êtes la mieux placée pour parler de l'équilibre